Bon, on est là pour dire les termes, je crois. J'ai failli faire la vidéo hier soir, déjà j'étais chaud, je me suis dit bon, je vais faire un react à chaud, on va envoyer la sauce, et puis finalement, je pense que c'est mieux, voilà, c'était mieux d'attendre aujourd'hui, de faire une vidéo plus cadrée, plus nuancée, parce que c'est un sujet complexe, mine de rien, le supporterisme, les fans de tennis, ce qui se passe actuellement à Roland-Garros. J'ai vu beaucoup d'articles, j'ai vu beaucoup de réactions, dans tous les sens, donc on va essayer de cadrer tout ça, on va essayer d'apporter la nuance nécessaire à ce débat. Je pense que c'est important aussi, avant qu'on commence, de vous donner le point de départ de mon analyse, qui est que j'adore les ambiances chaudes, j'adore ça. J'ai fait beaucoup de stades de foot avant de lancer le service volley dans ma vie. J'ai été à Millwall, j'ai été à Leeds. Si vous connaissez le foot anglais, je pense que voilà, vous avez une petite idée du genre d'ambiance que ça peut être. Donc j'ai fait la Championship, j'ai fait la League One. Avant de m'engager dans service volley également, j'ai eu une connaissance assidue du monde du supporterisme, du monde hooligan également. Et donc, si je vous fais ce sujet aujourd'hui, c'est parce que j'estime avoir les connaissances nécessaires pour le faire. Je vous ferai pas un sujet sur le supporterisme, les fans de tennis, etc. si je maîtrise rien du tout. Et j'aime pas trop l'époque dans laquelle on est, où on donne la parole parfois à des gens qui n'ont aucune idée des sujets qu'ils abordent, et que ce soit sur les plateaux télé ou pas. Bref, on commence avec ce qui s'était passé déjà l'année dernière, entre Arthur Rinderknecht et Taylor Fritz, un match houleux. Taylor Fritz, il avait pété un câble à la fin du match, il avait été mis au pressing, au supplice par le public du Langlen pendant un certain temps, et donc à la fin il avait un peu craqué, il avait mis les doigts devant sa bouche et tout. Ça avait fini déjà en zbeul complet. Là, ce qu'il faut noter, alors il y a eu deux matchs différents. Il y a eu d'abord le caso Etcheverry, où Etcheverry a eu un comportement irréprochable du début à la fin. Il se retourne vers son clan à la fin du match pour célébrer, et on voit bien dans son attitude, il n'y a pas vraiment d'envie d'engager le conflit avec le public. Non, il regarde son clan, il exprime, voilà, la tension, la frustration accumulée lors de toute la partie, et c'est normal quoi. Et il va se faire huer. Alors il s'est pas fait huer par tout le public, mais il s'est fait huer par une partie du public. Et c'est là que tu te dis, moi les gens là, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes des ténix, vous êtes des mauvais perdants. Pourquoi? Il a le droit, enfin il a gagné le droit de pouvoir célébrer, c'est bon. Et on revient également sur ce qui s'est passé avec David Goffin. Alors ça a été encore plus spectaculaire. David Goffin qui a mis le petit doigt et qui a célébré d'une manière un peu taquine à la fin de son match, et qui s'est fait pourrir. Et on va revenir justement sur les mots de Goffin après sa victoire face à Pechi Perica. Il va falloir que je fasse attention à ce que je dis. Donc propos liminaire, déjà tu comprends que il sait qu'il met peut-être les doigts dans un engrenage compliqué. Il enchaîne: quand on se fait insulter pendant 3h30, il faut bien charrier un peu le public. Clairement ça va trop loin, c'est de l'irrespect total, dit-il. C'est vraiment trop, ça devient du foot, on va en reparler. Bientôt, il y aura des fumigènes, des hooligans, et ça se battra dans les tribunes. Ça commence à devenir ridicule, dit-il. Certains sont plus là pour foutre le bordel que pour mettre l'ambiance. Il enchaîne: aujourd'hui, quelqu'un m'a craché son chewing-gum. Sans commentaire, je crois. Il n'y a pas besoin d'en rajouter là-dessus. Je pense que c'est assez explicite. Sur un mec aussi chill que David Goffin. Allez, cracher ton chewing-gum, franchement. On en est là. C'est un peu triste. C'est pour ça que j'ai voulu rester calme, dit-il. Si je commence à m'énerver là-dessus, ça peut me déstabiliser. Quand on a eu 3h30 avec le public qui te tape sur la tête, tu es content de charrier 2 secondes. Ils l'ont mérité, mais j'ai trouvé sa célébration particulièrement exceptionnelle. Il enchaîne: beaucoup de gens se plaignent, beaucoup d'arbitres qui estiment qu'il y a beaucoup d'irrespect. Donc on a dans les coulisses des discussions autour de l'ambiance qui règne à Roland-Garros, et elle est manifestement particulière. C'est l'écho qu'il y a beaucoup dans le vestiaire et dans les instances ATP. Il va falloir faire quelque chose là-dessus. Et il termine: je pense que ça ne se passe qu'en France. Alors là je sais pas, peut-être qu'il a un peu exagéré, peut-être qu'il voulait vraiment insister sur son point, et il était frustré de ce qui s'était passé face à Pechi Perica. Ça se passe pas qu'en France. On va y revenir d'ailleurs un petit peu en détail juste après. À Wimbledon, évidemment, il n'y a pas ça. Bon, Wimbledon, de toute façon, c'est plutôt cool, c'est plutôt policé. En Australie non plus. Un peu quand même. Un peu. Peut-être pas les crachats et tout, mais un peu. Et à l'US Open, c'est quand même plutôt tranquille. Ici, c'est vraiment une ambiance malsaine. Ok, donc déjà, mon a priori perso à moi, c'est que je suis plutôt à la base, par principe, par essence, du côté des supporters. Je pense que les supporters amènent du sens au spectacle sportif, c'est eux qui le créent, c'est eux qui le galvanisent. On se souvient de la période difficile en 2020, c'était horrible, bien sûr, et on est content d'être sorti de ça. Ce qu'il faut noter aussi, c'est important, parce que je vois beaucoup de commentaires qui disent c'est quelque chose de nouveau, il y a une dérive, machin et tout. Ça, c'est faire preuve d'un manque de culture sportive. Revenez dans les années 70, revenez dans les années 80. Je vous invite à regarder par exemple le match à l'US Open en 79 entre Nastase et McEnroe. C'était une shribou. C'était une boucherie. C'était 1 milliard de fois pire que ce qui s'est passé hier. Donc il faut savoir raison garder. Quand on est passé de Forest Hills, qui était un club tranquille, pépouze, à Flushing Meadows, ça a complètement explosé.
à l'US Open. C'était n'importe quoi, c'était une dinguerie. Et tu mettais Nastas dans la boucle, et en plus McEnroe, ça partait en sucette. Donc ça existait déjà avant, par contre c'est vrai, là je suis d'accord, il y a une amplification très claire ces 3 à 4 dernières années, après la période du Coco, et ça a été travaillé par des sociologues, Nicolas Ourcade par exemple, en football, qui explique très bien que, après cette période difficile de confinement où les gens étaient très frustrés, il y a eu une utilisation des manifestations sportives pour se lâcher, tout simplement. Pour lâcher tout ce qu'on a, la société, voilà, il y a des problèmes, les gens sont en galère, il y a des situations difficiles, on sait qu'on est dans une période compliquée, on peut pas décorréler le tennis, le sport et la vie des gens. C'est juste une réalité en fait. Si les gens se comportent comme ça, c'est qu'il y a un contexte autour. Il y a un contexte. Donc c'est impossible de condamner en bloc, ce serait une erreur de faire ça, de dire ouais tous les supporters français, tout le monde, ils font tous ça, c'est une dérive insupportable, globale. Non, il y a de la nuance à apporter, c'est pour ça que c'est un sujet compliqué, c'est un sujet difficile, mais ce qui est sûr c'est que sur les petits cours, quand il y a des Français, on a toujours un peu un climat particulier, et je trouve que on fait pas, et en tout cas certains des supporters, j'appelle ça des supporters, je suis gentil, qui viennent foutre le bordel sur les cours, ils font pas le distinguo entre supporter, chambrer, et même chambrer c'est génial, hein. Chambrer c'est super. Regardez les stades de foot anglais par exemple, quand il y a un gars de l'équipe adverse qui met une chandelle, t'as tout le stade qui va le chambrer, qui va faire ouais bien joué et tout, mais c'est trop bien, j'adore ça, j'adore le côté chambré, le côté taquiné, ça c'est trop bien, c'est ça qu'on veut, en fait c'est ça ce genre d'ambiance. Si le gars fait une faute directe, bah voilà, tu te marres, tu le chambres, c'est ok, c'est bon enfant, c'est bon esprit, insulter, cracher dessus, non, c'est terrible, c'est nul. C'est nul. Si vous comprenez pas la limite, si vous comprenez pas la ligne rouge qu'il y a entre chambrer et faire ça, il y a un problème d'éducation en fait. C'est ça, à un moment donné il faut mettre les pieds dans le plat, il y a un problème d'éducation. Intimider, humilier, ça n'a rien à faire là quoi. Chambrer oui, mais il faut comprendre la ligne en fait, faut comprendre la ligne. Si vous la comprenez pas, c'est terrible. Continuer à huer quand le gars a gagné et qu'il a gagné surtout le droit de pouvoir te répondre, c'est pareil, c'est débile. C'est complètement à côté de la plaque. Ça veut dire en fait que t'acceptes pas de perdre. Ça veut dire que t'es un mauvais perdant. Ça veut dire aussi que tu comprends pas en fait l'essence du spectacle sportif. Que t'es juste là pour te lâcher, pourrir un gars, l'humilier, le harceler limite. Et ça, j'insiste là-dessus, hein, pour moi on n'est pas loin du harcèlement. À certains moments, avec cet effet de masse, cet effet de groupe, moi qui m'insupporte. Et qui vient de la société civile, on sait très bien, et là on revient, de toute façon il y a une porosité entre le sport et le monde civil. Je suis désolé, là on fait une vidéo qui est un peu à côté de ce que je fais d'habitude, mais je pense que c'est un sujet important. Le harcèlement dans les écoles, on sait que c'est un sujet qui est très fort, c'est un sujet qui existe massivement à l'ère des réseaux sociaux, et en fait transposer ça et l'accepter et dire ouais c'est ok d'aller pourrir les joueurs comme ça... moi ça me va pas. Je précise aussi, on est en train de parler de tennis, il y a des sujets beaucoup plus importants actuellement, vous en êtes bien conscient, j'en suis bien conscient, mais voilà, c'est le sujet qui nous anime aujourd'hui, c'est la vidéo, c'est le sujet de la vidéo, donc on y va à fond. Donc voilà, il y a une partie du public qui gâche tout, c'est dommage, c'est frustrant, vraiment, je pense, et j'imagine aussi, parce que je connais un petit peu certaines personnes qui essaient de mettre l'ambiance avec les Français et tout, qui sont bon esprit du début à la fin, malheureusement il y a des petits groupuscules qui gâchent tout, et qui vont... voilà, teinter d'une façon désastreuse les efforts, les bons efforts que certains essayent de produire. Un autre argument très important sur lequel je voudrais revenir, et je l'ai beaucoup lu également sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, un peu partout ces dernières heures, c'est « ça existe en Amérique du Sud, donc c'est ok ». Oui, ça existe. Parfois c'est chaud, c'est souvent chaud. Ça peut déborder, c'est souvent border. Il y a des débordements... Moutet Jarry, Moutet il a aussi une attitude, il faut toujours, en fait il y a toujours un contexte. Moutet il a une attitude sur le court qui fait que ouais, tu sens qu'il taquine quand même un petit peu, c'est son style, c'est son jeu, il y a pas de souci, voilà, il est comme ça. Goffin et Etcheverry, ils ont joué clean du début à la fin, il y a pas eu, vraiment, il y a pas, à aucun moment ils sont allés chercher le public, ils ont essayé de chambrer, ils ont essayé d'animer le truc. Non, ils sont restés dans leur bulle du début à la fin. Donc oui, c'est important d'avoir une vision périphérique, c'est important d'avoir conscience que ça se passe ailleurs. C'est pour ça, pour moi, c'est pas simplement un problème français. Ça existe ailleurs, c'est vrai. Après, est-ce qu'on est dans la culture du pire, en fait? Est-ce qu'on veut... enfin, à un moment donné, est-ce que le but dans la vie, c'est pas de s'élever? C'est pas de s'améliorer? C'est pas, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, de lire, de s'éduquer, de se cultiver, de faire des choses qui ont du sens? Non, non, non... eux aussi font n'importe quoi, donc nous, du coup, ça justifie le fait qu'on fasse n'importe quoi.
La grosse ambiance aujourd'hui sur Service Volé, je vous ai mis de bonne humeur. De toute façon, il pleut à Roland-Garros là, donc il n'y a pas forcément beaucoup de sportifs à développer. Il y a un dernier point vite fait que je voulais mentionner, c'est celui des loges vides. Bon, ça fait 20-30 ans qu'on en parle. C'est la construction même des cours principaux qui fait ça, surtout sur le Châtrier. C'est regrettable, mais bon, c'est comme ça que les billets sont vendus, quoi. Les billets sont vendus à des partenaires sur les couronnes basses qui sont filmées par les caméras qu'on voit dans le monde entier, et on a l'air de teubé. Parce que personne n'est là sur des matchs parfois importants, au début, à 11 h. C'est un peu triste. Les matchs féminins, il y a 150 personnes parfois. Voilà, Roland-Garros. Et on enchaîne avec le coin prono en partenariat avec les Winami de Winamax. Et le mot-clé, le thème de la vidéo, c'est le jeu responsable. Eh bien, c'est le jeu responsable avec les Winami de Winamax. Pariez uniquement des sommes que vous pouvez perdre. Jouez simplement pour le plaisir, c'est super important. Il y a un lien dans la description. Jusqu'à 100 € de free bet pour toute première inscription. Alors, on va se concentrer sur les matchs de demain. Ça va un peu gronder demain. Il y aura de l'orage, de la pluie. On va essayer de passer entre les gouttes. Et moi, c'est surtout une grande question qui va m'animer, c'est est-ce que Daniil Medvedev, lors de son match face à Miomir Kecmanovic, va de nouveau porter ce legging? On n'a pas encore tout à fait la programmation, mais il y a forcément un match qui va nous captiver demain. Je pense que ce sera un match couvert parce que c'est un très gros match. C'est entre Gaël Monfils et Lolo Musetti. Monfils qui a fait du petit bois de Seyboth Wild, qui l'a molesté, si je peux me permettre, vous avez la ref. Seyboth Wild qui a fait un match à côté, qui a fait beaucoup de faux directs. Monfils qui a eu un petit creux, un petit trou d'air physique. Il a dit ensuite au micro de Prime Video qu'il était chaud quand même, qu'il était bien, qu'il aurait le temps de se refaire un peu la caisse, la cerise. Lorenzo Musetti, c'est pas forcément toujours un joueur qui est giga fiable. Et pour moi, l'effet Gaël Monfils plus Roland Garros, même si voilà la terre battue, c'est plus son truc, mais il sait aussi que des Roland Garros, il n'en aura pas un milliard à disputer. Je trouve que Gaël est un poil haut, voilà, à mon sens. Ça mériterait plus un 2-10, un 2-20. C'est vrai qu'il y a une inconnue physique sur la longueur si c'est un combat qui dure, mais Lorenzo Musetti, c'est pas non plus un gars qui entame le combat physique et qui va te chercher au niveau de la brutalité. Un autre match sympa demain, ce sera entre Etcheverry et Rinderknecht. Alors Etcheverry déjà qui a la tête qui siffle après son match face à Cazaux, qui se retape Arthur Rinderknecht qui était l'adversaire de Taylor Fritz la saison dernière avec le match que l'on connaît. Etcheverry qui a dit ensuite au micro qu'il avait appelé son chien Roland Garros, il adore le tournoi, c'est son tournoi préféré. Il vient et personne ne l'aime. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la pousser, à vous abonner pour ne rien manquer des temps forts de Roland Garros, à commenter également sur le sujet de fond de cette vidéo. Et je voulais terminer avec un gros big up pour cette journaliste de France Télévisions qui nous a livré peut-être ce qui est, à l'heure actuelle, la meilleure interview de 2024.